Et voici donc l'heure de l'instant politique en compagnie aujourd'hui de Gilles Dansou. Bonjour Gilles. Bonjour Serge. Bonjour Ricardo. Bonjour Gilles Dansou. Honorable Gérard Blanchy, bonjour. Bonjour chers amis journalistes. Merci, vous êtes membre de l'Union progressiste. Les partis politiques sont fixés, ne serait-ce que sur le récépissé provisoire de la part de la Sénat. Dites-nous, monsieur l'honorable Gérard Blanchy, quel est l'état, au niveau de votre état-major, quel est l'état d'esprit aujourd'hui, après avoir reçu ce récépissé provisoire? Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. J'en profite pour saluer toutes les Béninoises et les Béninois qui me suivent à l'instant. Oui, le parcours qui a conduit à la réception du récépissé provisoire au niveau de la Sénat est un parcours de combattant. Et lorsque ce sésame tombe entre vos mains, vous imaginez que c'est un sentiment de satisfaction, de reconnaissance à l'égard de tous les cadres du parti qui ont eu à s'impliquer, tous les militants qui ont eu à s'impliquer pour que vous en arriviez là. Donc naturellement, au niveau de l'Union progressiste, c'était donc un sentiment de satisfaction, mais aussi un sentiment de défi parce que le circuit n'est pas bouclé. Vous savez que la loi a prévu que lorsque la Sénat délivre le récépissé provisoire, c'est suite à la vérification de la complétude du dossier. Mais ce n'est pas fini. La Sénat dispose de 8 jours maintenant pour fouiller le dossier, pour voir s'il y a des incorrections, s'il y a de l'insuffisance sur des pièces, et le cas échéant, elle notifie ces insuffisances aux partis politiques dans un délai de 8 jours. Et à partir de la notification des insuffisances, les partis politiques ont un délai de 3 jours, 72 heures, pour corriger ces insuffisances. Et c'est suite à cela que la Sénat apprécie les corrections qui ont été faites et décide de délivrer le récépissé définitif ou pas. Donc ça veut dire que nous continuons d'être suspendus aux lèvres de la Sénat, mais nous sommes confiants, vu le sérieux que nous avons mis à faire notre travail au niveau de l'Union progressiste. Nous ne doutons pas un seul instant que nous aurons ce récépissé définitif. Oui, vous avez parlé de parcours de combattant. Qu'est-ce qui a rendu la chose si difficile? Ah ben, vous savez que selon l'ancienne loi, le code qui a été abrogé, les partis politiques n'avaient pas l'obligation de fournir, de présenter des candidats dans tous les arrondissements. Ce qui fait que un parti politique pouvait choisir de n'aller aux élections communales que dans une commune. C'était ça. Ça rendait la chose facile. Si je prends par exemple moi ma commune, la commune de Clécamé, où nous avions 19 conseillers communaux à élire, où actuellement selon le nouveau code 25, présenter le dossier de 25 candidats avec leur suppléance, ça fait 50, ça ne vous pose pas assez de problèmes. Vous savez que chaque candidat doit présenter 8 pièces, donc ça ne posait pas de problème. Mais maintenant, avec le nouveau code, vous avez l'obligation, les partis politiques ont l'obligation de présenter des candidats dans les 546 arrondissements du Bénin, et on vous dit que ça fait un total titulaire plus suppléant de 360, non, 3000, oui, je pense. 66 Non, 3630, voilà, 3000, j'y arrive en vue. 3630 dossiers. Alors, il faut le faire, c'est pas de la blague, et il faut s'organiser sérieusement, sinon vous n'y parviendrez pas. Les dernières législatives, il n'y avait que 2 partis politiques. Aujourd'hui, la liste elle est ouverte. Plusieurs partis politiques sont en lice. Ne craignez-vous pas que la compétition sera un peu plus rude? Oui, c'est normal quand on l'observe ainsi qu'aux dernières législatives, nous n'étions que 2 par la force des choses, que maintenant nous aurions en face de nous plusieurs autres partis politiques, 7 pour nous. Je pense que on ne peut pas dire que ça sera la même chose. Mais est-ce qu'il y en a qui vous font peur là-dedans? Non, pas du tout. À l'Union progressive, vous savez qu'à l'issue des élections législatives, vous semblez négliger nous la force de frappe. Non, on ne néglige la force d'aucun adversaire politique. Nous les respectons, mais nous savons que, étant donné que
à la suite des dernières élections législatives, nous étions sortis comme étant le premier parti politique du Bénin avec 46 députés. Si nous regardons l'organisation, l'ancrage politique de l'Union progressiste aujourd'hui dans tout le Bénin, avec le fichier des militants que nous avons initié, qui a enregistré plus de 500 000 adhérents à l'Union progressiste. Rien que ces 500 000 adhérents, qui sont donc des militants actifs de l'Union progressiste, si ceux-là seuls votent, nous avons déjà les 10%. Donc nous ne craignons pas. Encore que ce n'est pas seulement ceux qui sont enregistrés qui voteraient. Donc il y a des sympathisants qui votent, il y a des gens qui sont des militants qui disent, mais nous n'avons pas besoin de nous enregistrer avant de voter l'Union progressiste. Ça veut dire que l'Union progressiste, au vu de cela, n'a peur d'aucun autre parti politique. Voilà. Nous allons faire ce même exercice avec les autres partis politiques en liste. Dites-nous, il y a un parti politique dont le dossier a été rejeté par la Sénat. Que prévoit la TES en l'état? Oui, je l'avais dit tout à l'heure, lorsque la Sénat, dans cette première phase, le travail qu'elle fait, c'est de vérifier la complétude des dossiers, de voir si la loi a prévu 3630 dossiers. Est-ce que vous avez amené 3630 dossiers? Ça, c'est la première vérification. Si c'est 3629, ce n'est pas complet. Si c'est 3631, ce n'est pas complet. Et ensuite, on vérifie à l'intérieur des dossiers qui sont amenés si, pour un candidat, les 8 pièces sont présentes. Si les 8 pièces ne sont pas présentes, ça veut dire que ce n'est pas complet. Donc c'est ça. La Sénat ne vérifie que formellement la complétude des dossiers. Et lorsqu'il y a une seule insuffisance, elle ne peut pas vous délivrer le récépissé provisoire, elle vous rejette. Elle rejette le dossier et vous délivre un récépissé de non-enregistrement. Alors, quelle est l'option qui s'ouvre aux partis politiques dans ce cas-là? La loi prévoit que le parti politique, dans ce cas, saisit la juridiction compétente dans un délai de 72 heures et cette juridiction compétente a un délai de 5 jours pour trancher. Nous allons parler du positionnement des femmes sur les listes électorales. Et ça se dit partout, les femmes d'abord, les femmes en avant, les femmes doivent faire la politique. Est-ce qu'au sein de votre parti politique, vous en avez véritablement tenu compte? Oui, en principe, selon nos statuts, les statuts de l'Union progressiste dit clairement qu'il faut que dans la mesure du possible, nous faisions tout pour positionner au moins 30% de femmes sur nos listes. Ça a été fait? Mais à l'exercice, je peux vous avouer que ça a été difficile, non pas parce qu'il n'y a pas la volonté, mais à l'appel, les femmes manquent, on n'en trouve pas. Je vous le Donc dis. c'est du fait des femmes qu'il n'y a pas eu les 30%, c'est non, cela pas ou bien ça ne peut pas être ainsi partout. Il y a des endroits où des femmes sont volontaires, veulent être candidats, ont été positionnées, et certaines ont été en concurrence avec des hommes qui, par le mérite, ont l'avantage. On les positionne d'abord avant elles, mais dans plusieurs il y a des primaires qui n'ont pas dit leur nom, c'est ça? Forcément, ça a toujours été comme ça. Dans toutes les chapelles politiques, il y a des sortes de primaires qu'on fait pour voir ici qui on positionne en premier avant qui d'autre. C'est ce qui a été fait. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de positionner les femmes qui le méritent. À des endroits donnés, on a été obligé même de positionner des femmes justes pour permettre que la liste respecte le genre. Hein. Vous les avez mais c'était des bouches-trous, c'est ça? Non, pas des bouches-trous. On ne peut pas mettre n'importe qui. Mais il faut quand même des femmes qui sont militantes. Il faut tout faire pour les positionner. Mais je peux vous assurer que c'est un exercice difficile. À des endroits donnés, des femmes étaient données partantes. On les a mis sur la liste. Mais après, ce sont désistés pour dire qu'elles ne sont pas prêtes. Et là, vous dites quoi? Est-ce qu'on ne leur a pas fait dire qu'elles ne sont pas prêtes? Qui va si vous êtes prêt, qui viendra vous dire que vous n'êtes pas prêt? Non, je ne pense pas. Il ne faut pas faire cette insulte à ces femmes-là. Je pense qu'elles ont des raisons particulières, personnelles, qui les y ont poussées à renoncer. Mais peut-être qu'elles vont se préparer pour les échéances futures. Donc, quand elles seront présentes. Le principe de ces 30%, il n'est pas respecté chez vous? Je ne suis pas sûr que ce soit respecté maintenant. Au vu de ce que j'ai en face, je ne suis pas très sûr. Mais je pense que nous continuerons de travailler à cela. Continuer la formation de nos femmes à l'engagement militant. Et je pense que lorsque nous aurons réussi sur ce plan-là, on arriverait à des élections où on aurait assez de femmes
qui se bousculeraient au portillon. Quand on parle des communales et des municipales, on parle d'élections à la base. Il s'agira au finish d'élire des maires. Quel profil de maire il faut aujourd'hui pour booster véritablement le développement de nos communes? Oui, effectivement, après un certain nombre d'années d'exercice de la décentralisation, le constat est là que au niveau donc de nos conseils communaux, il se pose le problème du profil des maires, hein, parce que il faut de la compétence pour pouvoir diriger donc l'administration communale. Et sur ce plan, l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, est consciente de cet état des choses et nous, au niveau de la 7e législature, nous a invités, nous les députés, à des séminaires ateliers où l'ONC et l'ANCB a fait le diagnostic et a suggéré même qu'on corrige même déjà au niveau du code les critères qui sont imposés pour être maire. Qu'on mette par exemple que pour être maire, il faut au moins le bac. Parce que vous savez que dans le code, il est dit simplement que pour être conseiller communal, il faut savoir lire et écrire. Est-ce que ça suffit pour pouvoir être maire, parcourir un budget, concevoir des projets de développement, concevoir le plan communal de développement, le maîtriser, le mettre en exécution? Je ne pense pas. Donc les maires avaient suggéré qu'on élève là-bas pour dire, pour être maire, il faut au moins le bac, et pour être CA, chef d'arrondissement, au moins le BPC. Mais à l'étude, on s'était confronté à des difficultés. Les gens nous ont dit que si vous mettez ces conditions dans la loi, chez nous, nous n'en trouverions pas. Donc, on a été obligé de dire que, c'est un constat général dans le pays, on n'est pas encore prêt. Nous irons doucement. Peut-être qu'un jour, nous y parviendrons. Mais les partis politiques doivent faire le travail. Une fois que les conseils communaux seront élus, il faut que les partis majoritaires regardent à l'intérieur des candidats qui seront élus celui qui aura le meilleur profil. Qu'on ne prenne pas n'importe qui, parce que c'est important pour que ceux qui seront chefs d'arrondissement, qu'on tienne compte du niveau, au moins, pour ne plus prendre des gens qui ne peuvent pas lire les budgets, qui ne peuvent pas lire les documents qu'on leur transmet. Cela plombe dangereusement le développement local. La question de destitution des maires, vous êtes député à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne rend pas instable nos différentes collectivités locales et ce qui freine le développement de ces communautés? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la constat amer que ce à quoi nous avons eu droit jusque-là rend instable les conseils communaux où les maires sont pris en otage par les conseils communaux qui leur font du chantage. Ils doivent leur distribuer des marchés pour pouvoir continuer de les diriger. Je pense que le problème va se régler au niveau de la relecture de la loi sur la décentralisation. C'est à ce niveau que nous y pensons, tous les responsables politiques, les partis politiques qui pensent que lors de la relecture de la loi sur la décentralisation, il va falloir corriger les choses pour extirper les maires de l'étau des conseils communaux, pour les rendre un peu plus autonomes, mais plus dépendants aussi de leur parti politique, parce qu'il ne faut pas les laisser comme ça, parce qu'il y a des maires qui sont tout puissants, puis dites leur loi, ça ne sera pas comme ça, mais essayez de voir l'équilibre des choses pour permettre de rendre aux maires leur indépendance vis-à-vis des conseils communaux, mais aussi instaurer des contrôles qui puissent permettre que les maires ne soient pas tout puissants pour dicter leur loi. À l'heure des bilans, puisque les communales sont pour bientôt, à l'heure du bilan, qu'est-ce qu'il faut retenir en matière de gestion de nos collectivités locales aujourd'hui? Est-ce que c'est en bonne voie ou il faut des choses véritablement à corriger pour que ça puisse aller? Bon, moi je n'ai pas été membre d'un conseil communal. Vous êtes un observateur mais je suis un observateur, je suis un acteur, je suis d'une commune où j'ai des conseils communaux, j'ai vu faire. Je pense que beaucoup reste à faire, tel que je l'ai dit. Le problème de la qualité des ressources humaines et l'État central doit y penser sérieusement. C'est les recommandations qui ont sanctionné des ateliers. Je pense que l'État doit penser à redéployer du personnel technique au niveau donc des communes pour les aider donc à assurer une bonne gestion des ressources au niveau local. Un mot pour finir cet entretien. Vous remercier et vous demander à tous les Béninois qui ont les yeux rivés sur la Sénat de prier pour le Bénin pour que ces élections, si cette fois-ci, soient comme on l'a souhaité, inclusives. Nous souhaitons qu'il y ait
beaucoup de partis politiques, que beaucoup de partis ne soient pas recalés et que la compétition soit une fête et que nous finissions en beauté et que le taux de participation, cette fois-ci aussi, soit des meilleurs pour que le Bénin redore son blason démocratique. Gérard Benoît, merci, membre de l'Union progressiste. C'est moi. Merci beaucoup à vous, Gilles Danso. Ça n'est que l'acte 1. C'est bien ce que vous avez prévu, hein, de recevoir également les autres membres des 8 partis qui ont eu le tout premier document. C'est bien cela. Merci, honorable Benoît. Passez un excellent lundi. Allez.